Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une demi-heure de discussion. Alors d'habitude, je vous le dis, sur les thèmes clés de l'actualité économique du moment, là, on va changer un peu, quoique. Alors c'est Nicolas Duep qui va nous accompagner pendant une demi-heure, donc entrepreneur évidemment. Il venait nous voir régulièrement pour nos débats l'année dernière. Et là, il a écrit un bouquin qui raconte son histoire, qui, vous allez le voir, vaut le coup d'être raconté. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais au-delà de cette histoire qui va nous intéresser un petit peu, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est sa réflexion économique, enfin sa réflexion sur le fonctionnement de l'entreprise et sa réflexion économique née justement de cette histoire. Donc voilà, c'est parti, on va passer 25 bonnes minutes ensemble sur Bismart. Donc Nicolas Duep, salut Nicolas. Donc en l'occurrence, et donc tu restes encore actionnaire d'Alchimie aujourd'hui ou plus du tout? Tu as complètement... Je suis toujours premier actionnaire individuel d'Alchimie. Premier actionnaire individuel d'Alchimie. On en reparlera, qui fait du streaming thématique. On en reparlera. Mais... Donc ton bouquin, on va en voir la couverture là, s'appelle 53 minutes pour... 53 minutes survivre et renaître. Et ces 53 minutes, c'est le temps pendant lequel ton cœur a cessé de battre. Exactement, on est en mai 2021. À l'époque, j'étais gros cycliste de 12 000 km par an. Je suis parti faire une sortie en vallée de Chevreuse. Et quand je rentre sur la côte qui relie Vichy-sur-Yvette au plateau de Saclay, la côte dite de la Belle Image. À 11h00, mon cœur s'est brutalement arrêté. Et en fait, parce que dont je témoigne aujourd'hui, c'est mes sauveteurs qui me le racontent, puisque moi, je me souviens de rien. Et ils se sont mis tout de suite à masser. Non, mais attends, parce que déjà... C'est ça qui est complètement dingue, c'est que... Alors, mais d'ailleurs, je te poserai la question sur la religion, puisque tu en parles. Mais ce qui est fou, c'est que derrière toi, il y a un médecin, 2 gendarmes, qui se connaissent pas, tu les connais pas, ils se connaissent pas, ils sont en train, par hasard, de monter la même côte que toi au même moment. Exactement, ils vont voir que j'ai un problème. Ah oui, parce que tu es affaissé complètement sur la barrière de sécurité. C'est un endroit où il y a un rail de sécurité, donc je m'affale dessus et en fait, je tombe pas du vélo. Du coup, j'ai pas de chute, je me fracture rien du tout, mais je perds connaissance, quoi. Et en fait, sur les vélos de course aujourd'hui, on est clipsé comme les chaussures de pédale ski. Automatique, absolument. Pédale automatique, ouais. Et donc ils me déclipsent, ils m'allongent par terre et puis ils commencent à faire les gestes de premier secours instinctivement. Et à sécuriser la zone et à savoir qui je suis. Et autre coup de bol de dingue, le médecin, donc, si tu expliques, moi j'apprends plein de trucs, je ne savais pas que Staying Alive était le rythme sur lequel on pouvait faire, ce qui tombe très bien d'ailleurs, un massage cardiaque. Ouais. Et tu dis, normalement on s'arrête au bout de 15 minutes. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as 60 000 morts subites par an en France, 3% de rescapés. Ça n'arrive pas qu'aux autres parce que c'est un tiers. On va y aller là-dessus. Un tiers de 55 ans. Ton histoire. Est-ce que ça s'arrête au bout de 15 minutes? C'est un médecin qui fait le message, donc il le sait, et il ne va pas s'arrêter. Alors en fait, il ne calcule pas le temps, il ne se rend pas compte. Et quand les pompiers arrivent, les pompiers prennent le relais. Et en fait, dans la loi française... Ça fait 25 minutes qu'il te masse, ouais. Le gars. Mais en plus, d'ailleurs, on doit tous se former. Il te pète toutes les côtes. C'est-à-dire que c'est un truc physique de dingue qu'il est en train de faire. Alors ceux qu'on déjà fait, au bout de 2 minutes, quand tu t'entraînes, tu deviens tout rouge. Ouais. Et puis au bout de 25 minutes, soit tu as la caisse, soit... Alors il a la caisse, c'est un cycliste, hein? C'est un cycliste, c'est un Ironman même. Ouais. Et donc, en fait, comme il va me dire aujourd'hui... je suis rentré là-dedans comme dans une course et après, j'ai pas vu le temps et on s'est dit, on lâche rien et ils sont attaqués. C'est dingue. Et donc, c'est des gens qui vont aller au-delà de ce qui est raisonnable. Disons-le d'un mot, donc tu le dis d'ailleurs, hein, tu es croyant, catholique, investi même dans les institutions de l'Église. Quand on est profondément croyant, est-ce qu'on croit encore au hasard ? Bah là, en tous les cas, moi, je le dis ouvertement, c'est un cadeau de Dieu, parce que 53 minutes, ça n'existe pas. Ouais. Donc, j'ai cherché, je suis un être cartésien, tu me connais, j'ai cherché à savoir pourquoi, qu'est-ce qui pouvait expliquer, comment, etc. Et la réalité, c'est que, oui, on peut expliquer pourquoi mon artère s'est bouchée, mais on n'explique pas pourquoi le cœur a survécu. Et on explique encore moins comment je peux avoir un cerveau aujourd'hui qui n'est pas suffisamment abîmé pour pouvoir te parler correctement aujourd'hui. Oui, mais avant même, moi, ce qui me fascine, alors il se trouve qu'il est arrivé peu ou prou la même chose à un gars que je connais très très bien,
Donc lui, c'était en courant, et lui, c'est la Porsche Cayenne d'un cardiologue, si tu veux, qui a pilé au moment où il s'effondrait. Voilà, incroyable, pareil. Mais ce qui me fascine dans l'histoire, c'est, parce que là, ils sont trois, la conjonction de hasard que tu racontes. L'un des deux gendarmes, en fait, il est pas bien sur son vélo, c'est une mauvaise sortie, mais il va quand même prendre à un moment la file d'une association, voilà, qui va l'amener à rouler un petit peu et se retrouver dans cette cause. C'est un gendarme du GIGN, donc pas fou, et il devait tourner à droite pour rentrer sur Versailles, et il me dit, je sais pas, je me suis senti appelé aller à gauche, donc à 180 degrés de l'endroit où il devait aller, et je suis tombé sur toi. Mais il y a aussi le rôle du médecin du SAMU, qui, quand il arrive, lui, peut déclarer que je suis mort, et au bout de 45 minutes... Parce que tu es reparti quand il arrive au bout de 45 minutes. Non, il y a le médecin du SAMU qui arrive, et qui constate que je suis un cadavre. D'ailleurs, le médecin qui m'a sauvé la vie pensait, quand je l'ai revu, il m'a dit « mais t'es si jeune », il pensait que j'avais 65 ans et plus, c'est pour te dire dans quel état j'étais. Et là, lui se dit, il peut prendre la décision de dire, attendez les gars, c'est 45 minutes, on arrête tout. Ouais. Et pourtant, il va dire, allez, on tente le tout pour le tout. Et cet homme, il va même m'emmener sur la table d'opération, il va aller au-delà de ce qu'il devait faire, et il me dit aujourd'hui, tu sais, je sentais qu'il se passait encore quelque chose dans le cerveau, j'avais cette intuition, il fallait que j'y aille. Ouais. Donc oui, au bout d'un moment, tout ça... tout ça te fait réfléchir... Sur l'alignement de planètes est miraculeux. Ce que l'athée profond que je suis va appeler des conjectures, du hasard, etc. J'aimerais l'expliquer, parce que moi, j'ai pas envie que ça me réarrive, mais sauf que la probabilité, elle est tellement infinitésimale. Soyons pédants 2 secondes. Un coup de dé n'abolit pas le hasard. Non, voilà. Le hasard est là. Ouais. Mais là, je pense qu'il y a une configuration assez exceptionnelle. Mais c'est un autre débat. Oui, non, c'est un autre débat, mais ça m'intéressait. Et puis, il faut le dire, parce que c'est important dans ta démarche, dans ta vie, et sans doute aussi dans la façon dont tu as réussi à te reconstruire. Je pense. À partir du moment où... Mais je crois que beaucoup de laïcs le vivraient aussi de la même façon. C'est-à-dire, c'est de toute façon un cadeau de quelqu'un, quelque part, quelque chose. Et donc, il faut le rendre à un moment, mais on va en reparler. Il y a aussi, évidemment, tout un aspect familial. Ça, je vais laisser ça de côté. Ceux qui voudront lire ton aventure verront cet aspect familial. Je retiens une leçon, une phrase que tu écris et qui vaut pour ton accident, mais qui vaut pour le monde dans lequel on est en train d'entrer. Tu dis, nous ne sommes pas formés à gérer des crises aussi violentes. Ben non, en fait, tu es formé à être... au niveau cérébral, quelqu'un qui va exécuter des business plans, les vendre, etc. Mais en fait, ce cas qui est unique, d'ailleurs, t'es pas formé, et puis en plus, t'es pratiquement pas accompagné, parce que des cas comme moi, ça n'existe pas. Donc en fait, tout le monde me questionne. Pour moi, ta phrase, elle va plus loin que ça. On est dans une société d'hyperprotection. On nous promet l'hyperprotection pratiquement à chaque initiative que l'on prend aujourd'hui. La réalité, non. La réalité, elle est violente. La réalité, c'est que la mort peut vous tomber dessus du jour au lendemain, et c'est que la guerre peut vous tomber dessus du jour au lendemain. Ouais. Je pense que notre univers mental doit recommencer à s'y préparer. Et oui, tu as raison. Et c'est vrai que moi, je déroulais. J'avais fait mon introduction en bourse, etc. Je déroulais, et à aucun moment j'avais interprété ou intégré ce genre de drame, quoi. Et d'ailleurs, j'ai tellement pas intégré qu'il va falloir 14 mois pour que je comprenne qu'il s'est passé quelque chose. Et que... Donc c'est du formatage. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi. C'est-à-dire que je suis un entrepreneur. J'étais entrepreneur pour être libre, parce que je veux pas de patron qui me dise, toi tu prends femme et enfant, tu t'en vas, je voulais être libre. Et en fait, tu réalises à quel moment tu es un peu dans le Truman Show. C'est-à-dire que tu es formaté sur le temps, tu es formaté sur la course, tu es formaté sur les critères de valeur, etc. Et qu'en fait, ta liberté, elle est tout à fait relative. Alors, ça nous amène effectivement vers l'entreprise, et c'est ça qui est intéressant. Juste parce qu'on va y aller sur l'idée, ce que tu décris finalement, c'est... En fait, tu as vécu une forme d'accident du travail. Mais c'est ce que tu décris, mais on va y aller. Mais juste la gestion du choc dans l'entreprise, en fait, là, tu t'en parles finalement assez peu. Réunion du board, etc. Mais bon, l'entreprise se met visiblement assez facilement. Donc l'entreprise que tu as fondée, que tu as amenée en bourse, arrive assez facilement finalement à continuer à bosser et à se passer de toi. Oui, parce qu'en fait, il y a une gouvernance, il y a un conseil d'administration, même si c'est une société cotée, il y a de la communication, tout ça est complètement bordé, et donc ça se met en place, les avocats se mettent en route, tout est relu, et finalement, il n'y a pas de crash au niveau de la gouvernance. Ouais. Le crash, il est émotionnel, parce que
finalement, tu as beaucoup de salariés avec qui je travaille depuis 20 ans et qui s'aperçoivent que potentiellement, je peux ne pas revenir. Et le crash ultime, il est quand j'annonce à tout le monde qu'en fait, j'ai essayé de revenir, j'ai voulu faire comme avant, et puis je suis plus capable, et donc je les quitte. Et ça, c'est le cœur de la boîte qui... Je pense que tu vas revenir sur le cœur, ouais, mais c'est le cœur de la boîte qui explose, quoi. Ah oui, on va revenir sur le cœur, ça, et très, très, très largement. T'as pas d'explication aujourd'hui physiologique, donc il te plonge dans le coma, tout ça dure évidemment un certain temps, en plus tu fais une infection là-dessus, enfin bref, les choses se compliquent, puis un jour tu te réveilles, tu t'enlèves toi-même tes tubes, t'enlèves toi-même les fils, évidemment tu t'effondres, tu tombes de ton lit et tout, mais bim, c'est reparti, quoi, voilà. Voilà, alors c'est reparti. Entre-temps, j'ai perdu la parole, j'ai perdu la marche. Donc on recommence on fait une rééducation complète. Mais c'est vrai qu'avec le même état d'esprit qu'est le mien, du gars qui fonce, qui est dans la performance, je vais faire une rééducation en 5 semaines. Et en 5 semaines et un jour plus tard, je suis au bureau. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai beaucoup de compassion pour eux. Il y a des gens qui sont au centre de rééducation, qui étaient là avant moi et qui y sont toujours. Et donc moi, je fais un passage éclair à suivre mes watts, parce que tu suis tes watts sur ton vélo tous les jours avec une méthode. C'est l'obstination, quoi. Et c'est pas parce que justement t'es cycliste, super caisse, je pense grosse hygiène de vie, enfin etc. et tout. À un moment tu dis ça, en fait ça a pas grand chose à voir finalement. Non, parce qu'en fait tu vois que tu as un tiers de ceux qui font des arrêts cardiaques qui ont 55 ans et moins, qui sont en bonne santé. Alors tu dis sur le plan physiologique, en fait j'ai du cholestérol plus. Mais en fait, c'est ton stress qui oxyde ton cholestérol. Alors, je ne sais pas quel est le stress avait comme effet sur toi. Moi, il oxyde mon cholestérol. Je ne le savais pas. Et puis, donc, du coup, ça crée des plaques. Et puis, ça affine tes artères. Oui, parce que quand il regarde ton cœur, parce qu'à un moment, il regarde ton cœur très, très vite, il le trouve. Finalement, il est très dégradé. Il est très dégradé. C'est les artères qui sont très dégradées. Et en fait, quand tu fais des tests d'effort, c'est-à-dire qu'on regarde ton cœur, on regarde la fibrillation, ils n'auraient rien vu. Et en fait, il faut faire des scanners et aller voir l'état de tes artères. Il faut aller voir profondément là où vous sentez. Ouais. Moi, 45 ans, ne buvant pas plus que ça, faisant beaucoup de sport, etc., je ne voyais pas où est le problème. Donc, j'étais pas plus surveillé. Et d'ailleurs, je n'avais pas de cardiologue. Accident du travail. Parce que, et là, il faut quand même... là, on rentre vraiment dans la vie de l'entreprise. Tu racontes l'introduction en bourse comme un pur cauchemar, quoi. Alors moi, tu dors plus, hein. En fait, c'est la première intro 100% digitale, puisqu'on était dans la période Covid. Et donc, en fait, je n'ai pas fait de roadshow. Je ne prenais pas l'avion à 4h du matin pour me promener en Europe. Je faisais tout ça en chaussons dans ma chambre avec des visios. Et donc, je me suis dit, tu sors physiquement bien parce que je ne suis pas fatigué. Mais en fait, je ne me suis pas aperçu que je suis sorti psychiquement, mais complètement rincé. Parce que tu imagines 80 visios, la moitié des mecs, au début, ne savaient même pas mettre leur caméra. Donc, tu étais en train de convaincre un écran noir de mettre de l'argent dans ta boîte. Et élever 20 millions à travers un écran, en fait, c'est juste totalement inhumain. Et puis derrière, l'intro en bourse, la réalité, c'est qu'on m'avait dit, mais tu regardes pas ton cours, c'est pas grave, on regarde pas la valeur de sa boîte tous les jours. Mais pour de vrai, c'est que tout le monde t'en parle. Mais bien sûr. Et tu n'as même pas besoin de regarder ton cours. Chaque meeting avec un fournisseur ou un client, il commence en te parlant de ton cours. Donc tu as même le cours en temps réel avec toutes ces visites. Et en fait, c'est une pression sans cesse. C'est pas que tu le regardes tous les jours, c'est que tu le regardes toutes les heures. Ben exactement. Et puis, c'est pire que les étoiles sur LinkedIn, quoi. Tu vois, et puis à la fin, c'est même des amis qui disent « Ah, j'ai vachement confiance en toi, j'ai mis de l'argent. » Tu te sens, et certains qui ont mis leurs 1000, 2000 euros, 3000 euros parce qu'ils te confient en confiance. Et en fait, ça fait une pression qui est latente, tu vois. C'est pas une pression qui arrive comme un gros choc comme tu peux avoir dans une entreprise, c'est des micro-agressions en permanence. Et moi, j'ai fait aussi une erreur, c'est que j'étais seul. C'est un one-man show et qu'en fait, on fait pas une intro en étant seul. J'avais certes un directeur financier, mais il faut y aller avec un associé, il faut quelqu'un qui partage, ne serait-ce qu'un directeur général qui tient la boutique pendant que toi, tu es en train de faire des visios. Et ça, c'est probablement une erreur, quoi. Et est-ce que tu dirais que c'est une introduction en bourse pour une boîte? Donc parlons de juste un mot sur Alchimie streaming thématique, c'est-à-dire tu peux faire le pitch streaming thématique. En fait, on aidait les médias. Alors maintenant, Alchimie a beaucoup bougé, mais on aidait les médias, les talents à créer leur propre plateforme de SVOD, c'est-à-dire leur propre Netflix à cette époque-là. D'accord. Et en fait, moi, je suis dans un secteur où tous les Américains sont cotés. Tout le monde est coté. Et donc, c'est bien d'être coté parce que ça te permet de parler d'égal à égal et donner une valeur.
Donc je trouvais ça plutôt bien d'aller chercher des capitaux de ce côté-là plutôt que via les fonds traditionnels. Et puis après, je ne le cache pas aussi, c'est quand tu es un entrepreneur, quand tu es une boîte, c'est quand même un kiff, parce que tu as réussi à faire tes levées de fonds, les LBO, les MBO, fallait que je fasse la IPO et on continue, on coche les cases. C'est un kiff qui a failli te tuer. Oui, qui m'a partiellement tué. Ouais. Non, mais est-ce que c'est une leçon pour les autres entrepreneurs? Je regarde là, tu vois, l'histoire de Believe est super intéressante. Tu es quand même sur une histoire, Believe, pardon, si vous ne connaissez pas, c'est aujourd'hui l'un des... Alors, c'est pas vraiment une maison de disques, on ne peut pas dire ça comme ça, mais en tout cas, agent de stars, les plus importants d'Europe, une histoire de croissance incroyable, les mecs s'introduisent en bourse, et après, parce que c'est la bourse, le cours, il se retrouve divisé par 2. Et bien, tout à coup, c'est toute l'histoire de Believe qui se retrouve racontée à travers son cours de bourse, ce qui n'a aucun sens. En fait, la bourse... Alors que l'histoire de croissance, elle continue. Et donc les gars sont maintenant en train d'essayer de sortir de la bourse, mais ils vont peut-être même pas y arriver parce que à partir du moment où tu es devenu public, comme disent les Américains, ton capital, il peut être chopé par n'importe qui. Ouais. Donc la bourse... Mais en fait, c'est un effet amplificateur à la hausse et à la baisse. Donc moi, on l'a connu, on a fait quand même 5 mois où ça avait un effet amplificateur, ça m'a permis de racheter une boîte aux États-Unis, etc. Donc c'est la dynamique du succès. Mais sauf qu'à la baisse, c'est la même chose. Et donc en fait, ça se traduit comment ? Tu fais moins 15... Puis tes salariés, ils débarquent en disant mais on est en faillite, on n'a pas d'argent. Puis c'est comme moi, personne ne sait lire un compte d'exploitation ou quoi que ce soit. Et puis du coup, tu as tes fournisseurs qui disent attendez, là, j'ai vu votre cours de bourse, ça va pas bien, il va falloir me payer tout de suite là parce que je pense que vous avez des problèmes de trésorerie. Puis tes clients qui arrivent et qui disent ouais, mais si on commence à bosser avec vous, il y a peut-être des histoires de fiabilité, vous allez peut-être disparaître. En fait, tout le monde commence à amplifier à la baisse ton problème, alors qu'il n'y a pas de problème et que Alchimie a connu un choc brutal, mais Alchimie toujours en vie. Alchimie des abonnements incroyables et donc une inertie de chiffre d'affaires incroyable. Mais en fait, personne n'y comprend rien. Et donc, tu as même des salariés de talent qui se disent je vais y aller parce que j'ai une autre offre. Et donc, à ce moment-là, on te quitte. Donc, c'est exponentiel. Absolument. Alors que juste pour expliquer à ceux qui ne sont pas dans la mécanique de la bourse, quand tu as une petite valeur, et même une valeur moyenne d'ailleurs, tu es juste en fait une poche de liquidité pour des investisseurs qui, à un moment, vont avoir besoin de récupérer un petit peu de cash pour aller l'investir ailleurs. Ils vont pas sortir de LVMH, ils vont pas sortir d'Airbus, etc. Parce que là, ils sont sur des engagements beaucoup plus importants. Toi, tu es la poche de liquidité. Et finalement, quels que soient tes résultats, ils s'en foutent complètement au moment où ils vont larguer un petit peu de tes actions. Ils regarderont même pas. Voilà. Et moi, j'ai pas fait de liquidité. Ouais, non, mais je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête face à ce que tu as très bien décrit comme le mirage de la bourse. 2 aspects échos derrière sur les 10 grosses minutes qui nous restent. Le capital santé n'est pas dans le bilan de l'entreprise, tu dis. Je suis très surpris. C'est-à-dire, tu dis, on t'a rien demandé en termes de... non, tu sais... Tu signes un SPA, donc un document de bourse, d'introduction en bourse. Il doit y avoir, je ne sais plus le chiffre exact, mais à peu près 50 pages de tous les risques. Et tu dois lister tous les risques. D'un point de vue légal, il faut tout imaginer. Même l'Airbus qui s'écrase sur ton data center, enfin tous les trucs improbables. Il n'y en a pas un qui m'a posé la question de savoir, et au niveau santé... Mais c'est fou ça. Comment ça va se passer ? C'est factuel. Ouais, c'est factuel. Voilà. Et donc... tu le sais, d'ailleurs, beaucoup de VC te disent moi, je mise sur une équipe, je mets de l'argent sur une équipe. Tous, ils disent ça, effectivement. En plus, moi, c'est un peu one-man show. Et donc, s'il se passe un problème avec vous, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous détruisez 95% de la valeur. Quoi. Et alors, c'est des sujets qui sont aussi assez délicats. Je pense que la société est un peu plus moderne, un peu plus mature pour entendre ça aujourd'hui. Mais très longtemps, ça a été c'est des affaires privées. Vous n'avez pas à mettre directement en public votre bulletin de santé. Tu vois, mais en termes de gouvernance, je ne trouverais pas ça complètement dingue que dans un conseil d'administration, on ait 7, qu'il y en ait 2 qui soient mandatés pour regarder mon bilan de santé et chargés de dire je le porte auprès de la connaissance de l'ensemble des membres du conseil ou pas, parce que c'est privé. Mais est-ce que ça n'a pas un peu évolué avec le Covid, justement ? Il y a une série de questions qui ont émergé. Alors, autant d'ailleurs pour les dirigeants que pour les salariés. D'ailleurs, je le dis d'un mot parce que j'ai appris ça récemment et je trouve... Enfin, oui, je le sais, mais le dire comme ça... En fait, on parle de capital humain, c'est un immense mensonge. Ouais. Dans le bilan de l'entreprise, c'est une charge, les hommes. C'est pas le capital. Et donc, la formation, c'est une charge, c'est pas un investissement. Je referme la parenthèse. Mais peut-être que là, il y a une évolution post-Covid, j'ai l'impression, de l'entreprise et de la façon dont elle doit rentrer dans le champ de la santé.
J'ai pas de benchmark de toutes les boîtes et de ce qui se passe en ce moment, donc je me prononcerai pas là-dessus. Toujours est-il qu'aujourd'hui, moi, si je passais côté investisseur, c'est le premier truc que je regarde. Et d'ailleurs, mon premier livre qui était « Votre énergie est inépuisable », un entrepreneur, c'est une station-service énergie. Ça donne de l'énergie à tout le monde, à ses salariés, à ses actionnaires, à ses clients, etc. Et donc, en fait, tu mises sur une équipe parce qu'elle est talentueuse dans son expertise, mais avant tout parce qu'elle a de l'énergie. Et cette énergie, c'est pour les jeunes, et au bout d'un moment, ça devient la santé, passer un certain âge. Oui, mais alors justement, c'est la grande leçon de ton bouquin, moi c'est le truc qui m'a passionné, c'est que cette phrase-là que tu viens de prononcer, c'est encore la phrase de l'ancien Nicolas Duep. Tu vas le résumer, mais en gros tu dis, on est passé de la révolution industrielle, de l'économie des machines à l'économie de la connaissance, avec les ordinateurs, et maintenant tu dis, ça y est, c'est fini. L'intelligence artificielle, de toute façon, battra toutes les connaissances de toute la Terre. Et on rentre dans l'économie du cœur. Raconte-moi ce que c'est que l'économie du cœur. Ma profonde intuition que j'ouvre dans le bouquin, et puis maintenant je vais y travailler. Et ce serait bien d'écrire un bouquin dessus. Et ça absolument. Va faire c'est les 10 dernières pages, elles sont passionnantes. C'est qu'en fait, tu sais, on a recruté des cerveaux, on s'est formé, on a fait les mêmes écoles, on est devenu brillantissime en cerveau. Et on est dans une société 100% cérébrale qui ne juge que par une performance du cerveau. Et en fait, moi, je m'aperçois dans le coma qu'il y a 2 organes qui sont encore actifs, les autres sont endormis, et qu'il y en a un qui est plus puissant que l'autre. Parce que le cœur peut vivre sans le cerveau, l'inverse, c'est pas vrai. Et cette symbolique, parce que bien sûr, tu as besoin de tous les autres, cette symbolique, pour moi, elle m'ouvre un horizon, parce qu'en fait, tu t'aperçois que le cœur est plus puissant que le cerveau. Mais quelle place on donne au cœur ? On les a sexués, nos organes. On a dit, les garçons, c'est les maths, c'est le cerveau, les filles, c'est les lettres, c'est le cœur. Mais en fait, en rééquilibrant en ce moment les valeurs, tu t'aperçois que les garçons ont un cœur et que les filles ont un cerveau. Mais bon, c'est une évidence, mais on y est quand même. Et donc, exprimer ce que tu as sur le cœur, on ne sait pas faire. Moi, exprimer les émotions, traduire avec le cœur, intuitivement, tu le fais, mais qu'est-ce que ton cœur est capable d'exprimer ? Tu ne sais pas. D'ailleurs, quand tu rencontres quelqu'un, tu rencontres plein de gens, Stéphane, au bout d'une seconde, ton cœur, il te dit oui, non. Mais ton cerveau, il dit, mais non, tu n'as pas le droit de juger, il faut laisser la science aux gens. Et puis 6 mois plus tard, tu arrives exactement là où ce que ton cœur t'a dit est ta première... Donc en fait, il faut apprendre à comprendre et à discerner et à lui faire confiance. Et en fait, pourquoi ce cœur, il est puissant ? C'est qu'en fait, les cerveaux vont être partiellement mis au chômage par l'IA, puisqu'il y a une somme de connaissances. Mais pour prompter une IA, il faut un cœur. Le cœur qui est sur cet ouvrage, et j'ai mis beaucoup de temps à le prompter, à trouver les mots, mais c'est un résultat d'IA. Et donc, se former au cœur, et puis derrière, pour voir si on fait juste un match cerveau IA, c'est perdu, on a raison de s'inquiéter. Mais si tu veux voir autre chose comme Le Petit Prince, tu vas voir avec le cœur. Et donc il va falloir qu'on recrute des cœurs. Et je pense que là, on a un défi devant nous qui est incroyable, c'est comment tu recrutes des cœurs, comment tu formes des cœurs, comment tu fais grandir des cœurs, comment tu fais confiance aux cœurs. Et moi, je trouve ça une opportunité incroyable qui me réjouit. Et en fait, je me réjouis de l'IA parce qu'on va être un peu moins tableau Excel et PowerPoint et on va rentrer dans une forme d'humanité qu'on n'avait pas jusqu'aujourd'hui. Ton économie du cœur, c'est une économie de l'émotion, mais ça veut dire qu'on vend des émotions. Et là-dessus, c'est pas moi que tu vas dire le contraire. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. L'économie de l'émotion et l'économie des valeurs. Ouais. C'est ça que tu mets en avant. C'est les émotions, d'abord, il faut savoir les ressentir, il faut savoir les qualifier, il faut savoir les traduire. Et surtout les traduire et les exprimer. Voilà, je pense que dans des métiers comme le tien, c'est natif. Mais en fait, on y travaille. On y travaille. Voilà, mais tu vois bien dans les entreprises dans lesquelles tu interviens, les mecs parlent avec des cerveaux et ils se disent, j'arrive pas à recruter des jeunes. Bien sûr, les jeunes, aujourd'hui, c'est même pas qu'ils cherchent du sens, ils cherchent du cœur. Donc, si tu leur parles avec le cerveau, ils n'ont pas envie de venir. Puis, s'ils viennent, au bout de 6 mois, ils s'en vont. Donc, ça coûte très, très cher, ça. Tu parlais tout à l'heure d'une charge, mais elle est gigantesque, cette charge. Donc, le cœur, il a une performance pour pouvoir faire venir les meilleurs, pour pouvoir les garder, pour pouvoir les emmener dans une histoire. Et je pense que nous, on vient d'une génération, on a tout fait pour être les premiers de la classe, etc., pour gagner un peu d'argent, et puis on finit tous en burn-out, ou presque dans ces catégories 50-55. Bienvenue au club. Les jeunes derrière, ils se disent, mais c'est tout ça pour ça. Moi, j'ai pas envie, j'ai envie de vivre avec mon cœur, j'ai envie de vivre dans le relationnel. Donc on a très vite fait de les enfermer, ils sont bêtes, machin, dans les réseaux sociaux, peut-être qu'il y en a qui sont perdus là-dedans. Moi, je crois qu'avant tout, ils ont envie de vibrer, ils ont envie de vivre avec le cœur, et ceux qui vont... et d'ailleurs, dès que tu as un concert ou des choses qui vivent avec le cœur, ils sont tous là. Ils sont à la recherche de ça. Donc on va vers ça. J'insiste sur le coup de génie que tu as, Nicolas. C'est que l'histoire de quête de sens m'exaspère un tout petit peu, je dois te dire. Le sens, c'est Google Maps, t'es perdu. Ouais, et puis le sens, on met de la morale là-dedans. Dès qu'on met de la morale dans l'entreprise, je sais pas où on va, parce que je sais pas où elle s'arrête.
Le cœur, c'est bien différent. C'est l'émotion. C'est les poils qui se dressent. C'est tout ça. Et ça rentre pas dans des cases, ça rentre pas dans des catégories, mais ça fait avancer. C'est ça qu'on cherche. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Et tu m'as questionné sur la spiritualité tout à l'heure. Et pourquoi oui, j'ai une spiritualité? Parce que quand tu as fait l'expérience du lit de mort, à la fin, tu vois que c'est le triomphe de l'amour. Il reste plus que ça. Mais l'amour, c'est le cœur. Il n'y a que le cœur qui t'emmène vers cette joie, qui t'emmène vers cet ultime sentiment, de cet ultime moment de vie. On fait des business plans sur 5 ans. On te demande d'être visionnaire quand tu lèves de l'argent. Mais ta stratégie perso à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, quelle est-elle? Moi, j'ai découvert que, pas d'un point de vue conceptuel, mais dans ma chair, que c'est ce qui restait. Donc, c'est plus la discussion avec un petit verre de vin rouge le samedi soir avec des potes en disant j'ai des priorités. Ces priorités, je les ai dans ma chair maintenant. Moi, mes journées, j'ai envie qu'elles se tournent vers l'amour. Et le livre est là pour en témoigner. Et parce que tu parles avec le cœur, d'ailleurs, j'ai plein de jeunes qui me prennent contact avec moi sur LinkedIn, etc. Un petit tips d'ailleurs, tu dis, l'hyper-émotionnalité est un signe peut-être de fragilité cardiaque. Tu dis si on se met à chialer au cinéma sur un film à l'eau de rose, ça peut être, tu l'écris comme ça peut être un signal d'alerte. Non, alors puisque je chiale sur les films à l'eau de rose. Moi, je n'ai pas mis un signal d'alerte. Je l'ai traduit moi en séquelles, c'est qu'aujourd'hui je suis devenu hypersensible, j'ai du mal à gérer mes émotions et c'est vrai que je pleure une fois par jour pour des films ou pour des relations ou pour des témoignages qu'on me raconte de choses qui sont hyper touchantes. Mais avant, j'aurais eu presque un peu honte. Je les mettais sous une plaque de béton. Ouais. L'entrepreneur, il cache toutes ses émotions parce qu'il ne veut pas être embêté par ça. Mais en fait, c'est la vie, quoi. Et c'est tellement bien. Et en fait, c'est une richesse. Donc, comment on convertit cette richesse quand même en performance, parce qu'à un moment donné, il faut. Je jette pas ma vie d'avant. Je continue à dire que ça a été très bien et qu'à 20-30 ans, si tu veux créer une famille, il faut y aller, quoi. Et donc, au contraire, vive les entrepreneurs. Mais les entrepreneurs... Vive les entrepreneurs, mais l'obsession de la performance, puisque en fait tu l'opposes un peu, ton économie du cœur, tu l'opposes un peu à l'économie de la performance, ce qui d'ailleurs dans une planète aux ressources limitées, etc., bref, tout ce qu'on vit aujourd'hui sur les impasses de la croissance me semble parfaitement collé, et donc il faut sortir de cette performance, mais tu le dis, il nous reste 2 minutes, le cœur du truc, à un moment t'écris, donc tu as cette rééducation hyper rapide, machin, etc., et tout, et tu repars. Et pourquoi tu repars? Mais parce que c'est très très difficile de sortir de la roue du hamster. Mais tu sais, les entrepreneurs, ils aiment se comparer à des sportifs de haut niveau. Ouais. Mais un sportif de haut niveau, ça a un entraîneur, un coach, un nutritionniste, un kiné, etc. Nous, on a quoi? Et puis un sportif de haut niveau, à 35 ans, ça prend sa retraite. C'est ça. Et Zidane, aujourd'hui, il met ses talents, il est sur le coach, il entraîne des équipes. C'est ça. Et pour les entrepreneurs, c'est la même chose. À l'arrivée à un certain âge, ton talent, il est autre part. Et il faut l'admettre. Et qu'à 45 ans, tu ne fais plus la course avec ceux qui ont 25. Mais tu fais valoir d'autres actifs que tu as. Mais c'est super dur, tu l'expliques bien. Tu as des histoires d'organisation de vie, de niveau de vie, d'une famille qui dépend de toi, de choix à faire qui vont amener peut-être une dégradation des conditions de vie de cette famille. Et pourtant, c'est une question de survie au sens propre. Exactement. Voilà. Et moi, il me leur a fallu multiples épreuves sur 14 mois parce que dans le livre, c'est expliqué. C'est pas un arrêt cardiaque qui m'a permis de comprendre ça. Il a fallu casser les poignets, les épaules, les mains, finir aux Invalides en me disant que j'ai un problème neurologique. Elle a dit ok, je comprends. Bon, on n'a pas le temps de raconter casser les poignets, mais c'est sûr que ta femme, quand elle a reçu le coup de fil, là, ça a dû être quelque chose. Allez lire ça, donc, maison d'édition que tu as... Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Voilà, avec une femme qui est Laurence Daboville, qui est l'éditrice et qui est extraordinaire. Voilà. Donc, Isran Édition, 53 minutes, survivre et renaître, c'est une belle histoire et elle est bien écrite, Nicolas. Merci à tous et donc à bientôt pour de nouveaux débats sur Bismart.